Eh bien bonjour YouTube pour ma maintenant cinquième vidéo, cinquième épisode de cette série. Mais que se passe-t-il dans ton club? Cette fois on est avec le Paris Saint-Germain, on est avec Théo. Alors vous devriez voir la différence aujourd'hui parce que c'est la première avec mon nouveau micro que j'ai reçu aujourd'hui. Donc normalement vous devriez entendre la différence. Donc aujourd'hui on accueille Théo qui va nous présenter donc le Paris Saint-Germain. Je te laisse te présenter. Voilà, qui es-tu, pourquoi tu supportes le Paris Saint-Germain et depuis quand, etc. Ok. Eh ben, bonjour à tous, je m'appelle Théo, j'habite en Bretagne et je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis, on va dire, 2018, au moment de la Coupe du Monde. Donc avant, je suivais le foot, mais pas tant que ça, on va dire, enfin pas vraiment tout l'aspect médiatique et les équipes en particulier. Et c'est surtout à partir, on va dire, de l'épopée française que je me suis intéressé un peu plus. Et j'ai commencé à regarder quelques matchs de Ligue 1 et c'est le Paris Saint-Germain qui m'a le plus touché, on va dire. Ok, très bien. Cette saison, le PSG a terminé champion de France devant principalement Marseille et Monaco, mais n'a même pas gagné la Coupe de France et n'a pas passé les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Que penses-tu de cette saison du Paris Saint-Germain? Alors, je la trouve plutôt mitigée, même s'il y a quelques bons aspects, mais bon, on va dire qu'avec le Paris Saint-Germain, ça tombe souvent à l'habitude de faire des saisons moyennes. Alors, je suis plutôt satisfait quand même du bilan en Ligue 1, malgré un style de jeu pas très démarqué avec Mauricio Pochettino. Mais bon, on a quand même réussi à avoir le 10e titre de champion de France et ça, je suis plutôt content. Alors, au niveau de la Coupe de France, l'élimination contre Nice, c'est plutôt regrettable, mais bon, on va dire que c'était pas la priorité de la saison. La priorité, c'était plutôt la Ligue des Champions. Et malheureusement, on s'est fait éliminer par un grand Real. On peut pas trop dire ça, mais plutôt un Real tenace, qui allait au bout de la Ligue des Champions avec notamment un style de jeu très difficile à battre dans les dernières minutes. Surtout et uniquement dans les dernières minutes. Effectivement. Justement, tu parles du style de jeu de Pochettino qui n'était pas forcément présent toute la saison. De août à janvier, il n'y avait pas forcément de jeu au Paris Saint-Germain. Quelle est la cause de ce problème du coup, d'après toi? D'après moi, ce serait plutôt Mauricio Pochettino qui a du mal à gérer l'effectif parce que en soi, quand on voit la plupart des joueurs, on les recrute parce qu'ils sont bons, mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal vraiment à montrer tout leur niveau au Paris Saint-Germain. Peut-être dans leur système ou une mauvaise gestion. Mais en soi, certains joueurs, je les ai trouvés plutôt bons, comme Nuno Mendes ou Danilo Pereira qui a réalisé une saison correcte. Mais pour moi, c'est plutôt Pochettino qui a du mal à gérer vraiment les stars et l'ego des joueurs au sein du vestiaire. Ok, très bien. Le PSG donc a terminé champion pour la 10e fois de son histoire, t'en parlais justement dans ton introduction. Était-ce quand même suffisant, satisfaisant et suffisant? Suffisant, j'imagine que non, mais satisfaisant, on va dire. Alors, satisfaisant. On peut dire oui d'un côté, car on arrive au même niveau que Saint-Etienne, il me semble, pour le nombre de Ligue 1. Mais bon, moi je trouve ça quand même, comme tu l'as dit, pas assez suffisant pour le club et ses ambitions, notamment avec le mercato qu'on a eu. Et les déceptions comme Lionel Messi ou Sergio Ramos. Mais en soi, je dresse plutôt un bon bilan sur le plan national pour la Ligue 1. Ok, je vois. Justement, donc le PSG a terminé champion pour la 10e fois de son histoire, pour la 8e fois depuis QSI, si je dis pas de bêtises. Est-ce que le PSG doit-il se méfier l'an prochain de d'autres clubs en Ligue 1 pour lui succéder du coup au titre de champion de France,
comme Lyon, qui va faire très certainement un très gros mercato malgré pas de Coupe d'Europe, Monaco ou Marseille. Mhm. Alors, notamment Lens aussi, qui me ferait plutôt peur. Je trouve cette équipe qui monte en puissance, malgré une montée en Ligue 1 il y a 2 ans, je crois. Alors, Marseille aussi. Marseille qui a réalisé une bonne saison et que je pense qu'avec leur mercato peuvent continuer à venir nous faire mal. Donc, il faudrait faire attention aussi à Marseille. Monaco n'empêche, malgré le départ de Tchouaméni, je pense qu'ils peuvent continuer à nous causer des problèmes l'année prochaine. Et Rennes aussi. Je trouve que Rennes est une bonne équipe, plutôt sous-cotée. Notamment avec Bourigeaud, Martin Terrier. Mais en parlant de Lyon, ils me font pas spécialement plus peur que ça. Même si je les trouve plutôt irréguliers. Car ils ont de bons résultats quand même, mais avec des défaites plutôt évitables pour cette saison. Ok, je suis du même avis. Après, on sera pas du même avis avec une autre personne. J'imagine que tu vois qui. Effectivement. Il y a beaucoup de rumeurs du coup disant Mauricio Pochettino va partir, c'est presque assuré. Cette semaine, normalement, le successeur, c'est encore un gros point d'interrogation. Quel serait d'après toi le meilleur entraîneur entre Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice, qui a beaucoup d'expérience dans le championnat de France, et Zinedine Zidane, qui a peu d'expérience dans le championnat de France, mais au contraire, beaucoup en Ligue des Champions? Alors, sur le plan de l'entraîneur, je suis plutôt mitigé. Parce que, évidemment, tout supporter parisien aimerait voir Zinedine Zidane. Notamment pour sa façon de gérer les stars et les égos dans le vestiaire. Mais après, ça va être difficile d'aller le chercher. Et je trouve que Christophe Galtier, ça peut être une très bonne piste. Notamment avec sa bonne entente avec Luis Campos, notre nouveau conseiller sportif. Et je pense qu'avec le nouveau visage que Paris Saint-Germain veut afficher, je trouve que Christophe Galtier sera intéressant. Même si ça peut être compliqué au niveau de la Ligue des Champions, mais si on veut construire un projet à long terme, avec le plan de jeu que Christophe Galtier et le recrutement que Luis Campos aimerait placer, je pense que les deux seraient de très bonnes pistes. Même si je préférerais Zidane, mais que que Christophe Galtier me semble plus réaliste. Ok, je vois. Et sur le plan tactique, quel serait le mieux sur le plan tactique? Alors sur le plan tactique, j'essaierai de mettre en place un système à 3 défenseurs parce que on a 2 excellents pistons, peut-être top 10 meilleurs au monde. Et avec le nombre de défenseurs qu'on a et notamment la fébrilité défensive qu'on a vu ces dernières années, un système à 3 serait le mieux, je pense. Ok. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Neymar, est toujours le transfert le plus cher de l'histoire du Paris Saint-Germain, excusez-moi, j'ai bégayé, et aussi de l'histoire du football. Beaucoup de blessures, beaucoup trop d'irrégularités depuis son arrivée en 2017. Il n'a pas véritablement prouvé. Est-ce que le PSG doit-il se séparer de Neymar? Alors Neymar, ça reste tout de même un de mes joueurs préférés, mais il m'a énormément déçu au cours de ces dernières saisons. Car malgré le prix qu'on a déboursé pour l'avoir, je pense qu'il aurait pu le valoir son prix, tout simplement, et être un des meilleurs joueurs du monde au Paris Saint-Germain. Mais au vu de ses blessures, de son hygiène de vie, son irrégularité, je pense qu'effectivement, dans quelques années, il faudrait s'en séparer. Même si je lui laisserai une dernière chance à la saison qui suit, malgré que je place peu d'espoir en lui. Ok. Donc il a été recruté en 2017 avec de nombreux transferts ratés de par QSI. Cela fait 11 ans justement que Qatar Sports Investment est dans la capitale française, même si beaucoup quand même de satisfaction au niveau national, avec donc, je le disais, 10 titres de champion de France depuis l'arrivée de QSI, mais peu réellement au niveau européen, malgré une finale de Ligue des Champions en 2020. Est-ce que QSI doit rester dans la capitale ou non? Et pourquoi? Alors, d'après moi, le Qatar Sports Investment, on devrait les garder parce que
Je pense que leurs finances pourraient nous porter bénéfice, même si faudrait pas tant dépenser que ça. J'aimerais plutôt que le projet se tourne autour des jeunes, vraiment un peu, enfin pas dans ce sens-là, mais à l'image du rachat de Manchester City. Je pense qu'il faudrait plutôt recruter des dirigeants qui ont vraiment un aspect sportif. Donc déjà avec le conseiller sportif Campos, ça va injecter un plus au Paris Saint-Germain. Mais je pense que Nasser pose problème et devrait vraiment être juste le président financier et gérer vraiment juste la partie finance au Qatar et recruter un président bis, on va dire, qui connaît vraiment le foot et qui pourrait gérer ce projet. Ok, très bien. Donc toi, t'aimerais un gros chamboulement au PSG niveau dirigeant, etc. Oui, il faudrait changer la direction. Ok, bon déjà, il y a eu le départ de Leonardo, c'est déjà pas mal, à vrai dire. Oui, sur ce point-là, je suis plutôt content. Également. Donc, Luis Campos, tu l'as dit, est arrivé en tant que conseiller sportif. Le nouveau directeur sportif devrait être dans les prochaines heures officialisé et ce serait donc Antero Henrique, qui avait été auparavant directeur sportif du PSG. Et Luis Campos avait annoncé dans sa liste beaucoup de joueurs indésirables qui devraient partir. Mais ces joueurs-là, justement, disent qu'ils restent à 100% au PSG, comme j'ai un exemple, Icardi qui l'avait annoncé. Est-ce que on doit leur laisser une dernière chance, donc peut-être de 6 mois, ou alors vulgairement les foutre à la porte en soi? C'est plutôt compliqué. Alors, pour certains joueurs, je laisserais une dernière chance, un ultimatum. Et pour d'autres, vraiment pas. Je les foutrais à la porte. Ouais. Alors, par exemple, Wijnaldum, qui a fait une saison très mauvaise, enfin pas très mauvaise, mais moyennasse. Je lui laisserais vraiment une dernière chance, tout comme Herrera et peut-être Paredes, mais tout le reste, qui est les Dagba, les Kurzawa, les Icardi, je mettrais ça à la poubelle. Ok. Après Paredes, t'en parles justement, mais il paraît qu'il aurait signé une prolongation il y a quelques heures. Bon, après, ça n'a pas été officialisé par le PSG, mais l'équipe l'avait annoncé comme une prolongation jusqu'en 2024. Toi, t'en parles comme étant un indésirable, donc il faudrait qu'il parte. Est-ce que ton point de vue a changé ou pas? Alors, pas vraiment, parce que sa probable prolongation m'embête, parce que ça nous fera encore entasser des milieux irréguliers au Paris Saint-Germain. Alors, si vraiment il doit rester, il faudra virer d'autres, mais franchement, pour moi, il devrait partir. Ok. Il y a également un autre joueur qui devrait arriver dans les prochaines heures, prochains jours. C'est la personne de Vitinha, de Porto, pour à peu près 40 millions d'euros, le prix de sa clause libératoire. Est-ce que c'est un bon choix? Et est-ce que c'est pour remplacer numériquement Angel Di Maria, qu'on le sait, qui va partir librement? On le sait déjà. Alors, pour moi, oui, effectivement, c'est un très bon choix. Je le vois vraiment très compatible avec Verratti. Je le trouve très, de ce que j'ai vu, il est plutôt bon offensivement autant que défensivement. Alors pour être le remplacement de Di Maria, pas vraiment. Je le verrais plutôt au milieu de terrain, moins qu'en attaque. Et ouais, il est jeune, il a une bonne marge de progression. Un double pivot avec Verratti, ce serait très intéressant pour moi. Ok. Après, on parle aussi de Renato Sanchez qui devrait signer au PSG, donc parce qu'il y a l'arrivée aussi de Luis Campos. Du coup, Vitinha ne serait-il pas amené à jouer plus haut? Ou Renato Sanchez? Alors, si un des deux devrait jouer plus haut, je dirais quand même Vitinha. Parce que, et en plus, un rôle de box-to-box pour moi, Renato Sanchez. Sanchez, pardon. Ou alors, dans ce cas-là, faudrait mettre un milieu à 3, mais
Mais je pense que le recrutement de Sanchez pourrait être intéressant aussi. Mais de ce cas-là, il faudrait vendre plusieurs milieux dégraissés. Ok, je vois, je comprends. Le PSG a un très bon centre de formation également. Certains disent comme quoi la région parisienne est le meilleur vivier au monde de jeunes joueurs. Est-ce que le PSG ne se sert pas assez de cela, donc de leur centre de formation et également de très jeunes joueurs? Est-ce que ça va changer avec donc l'arrivée de Luis Campos, Antero Henrique et d'autres? Et est-ce que le PSG doit-il utiliser absolument et faire jouer ces jeunes joueurs? Alors, premier point, on a absolument besoin de faire monter les jeunes et de les faire progresser. Parce que on en a fait les frais les dernières années, notamment la finale perdue en Ligue des Champions. C'est un Titi parisien qui nous élimine. Et en voyant tous ces joueurs-là, Moussa Diaby, Christopher Nkunku, Kingsley Coman, on voit bien que tous nos jeunes peuvent exploser sur le plan européen. Donc pour moi, on devrait vraiment les garder et les faire progresser. Ok, oui, c'est vrai que tu en parles. Il y a beaucoup de Titi parisiens qui sont partis à l'étranger et qui ont percé. Hein. Tu parles justement de Kingsley Coman, il y a aussi Moussa Diaby, Christopher Nkunku aussi et d'autres. Est-ce que le PSG doit-il s'en mordre les doigts de d'autres joueurs du coup? Alors, quand même un petit peu, parce que les avoir lâchés, on en fait les frais, mais je pense qu'il faut plus se tourner sur la nouvelle génération qui arrive, notamment le jeune Ismaël Gerbi. Il est un peu peu connu, on va dire, mais je le trouve excellent. Et par exemple, avec Xavi Simons ou Edouard Michu, il faudrait les faire progresser. Ok. Justement, on va passer à la dernière question que tous les participants ont eu, que beaucoup de personnes aiment. Si tu étais le coach du Paris Saint-Germain, donc Théba, entraîneur du Paris Saint-Germain, quel serait ton 11 et donc ton équipe pour la saison prochaine, avec tes recrues, etc. Ça s'affiche à l'écran, évidemment. Ok. Bon, alors là, j'ai essayé de faire plutôt un grand chamboulement. Donc pour moi, on devrait tout d'abord jouer en 3-5-2. C'est obligatoire avec l'effectif qu'on a et sur quoi Campos veut se baser. Alors je mettrais 3-5-2 avec notamment un MOC et deux attaquants, ou un 3-4-3 aussi, avec deux ailiers athées, on va dire, plutôt rapprochés. Donc tout d'abord, pour les indésirables, comme on en avait un peu parlé, je mettrais sur la liste des transferts Icardi. Alors Wijnaldum, mais on peut notamment peut-être espérer lui laisser une dernière chance. Mais dans mon mercato idéal, là, je le ferai partir. Tout comme Herrera, Draxler, Thilo Kehrer, on a vu qu'il n'était pas contre un départ. Donc franchement, avec les défenseurs qu'on a et les recrues que j'envisage, on pourrait le laisser partir. Aussi, du coup, on ferait partir Dagba, Kurzawa, Alexandre Letellier, Paredes, dans l'éventualité où c'est possible. Sergio Rico, de son retour de prêt, je le ferai partir, tout comme Areola et Pablo Sarabia. Donc, sur les joueurs à prêter, avec tout l'effectif qu'on a actuel, j'irai prêter certains jeunes pour qu'ils aillent quand même progresser, à l'image de Edouard Michu, Denis Franchi, Bichabu et Nathan Bilitumazala. Donc, après avoir dégraissé, on va dire, si tout cela est possible, je verrai au cage Donnarumma en tant que titulaire, pas indiscutable. Je continuerai une sorte d'alternance avec Keylor Navas, peut-être la dernière. Mais j'aimerais vraiment que Navas reste encore une fois pour son expérience notamment, ce qui nous a manqué en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc je ferai cohabiter Donnarumma et Navas en gardien. Maintenant, au niveau défense, je mettrai en défense Marquinhos et Ramos.
Donc déjà, Marquinhos et Ramos. Ramos, je le mettrais en rotation. Il devrait se battre pour la place titulaire avec Kimpembe. Pour épauler Marquinhos, enfin plutôt en doublure, je mettrais Abdou Diallo. Je le trouve plutôt sous-coté, mais il est excellent. Il a toujours donné pour le Paris Saint-Germain. Et le troisième défenseur, ce serait la première recrue. Et je ferai venir Milan Skriniar. Alors on en a beaucoup parlé dans les médias. Ça devrait pas trop tarder malgré un problème sur le prix. Mais pour moi, on devrait quand même s'aligner. Peut-être encore négocier, mais s'aligner sur son prix. C'est un excellent défenseur et on en aurait besoin. Il est costaud, bon de la tête. C'est ce qu'il nous faut. Donc, je partirai en début de saison avec une défense Marquinhos, Ramos et Skriniar. Notamment avec Kimpembe qui pourrait essayer d'entrer dans ce 11. Ensuite, on part sur la ligne de 4 ou juste le double pivot et les deux les deux pistons. Donc je mettrai en piston droit évidemment Achraf Hakimi. Donc sa saison a été plutôt irrégulière, on va dire, mais avec son niveau en tant que piston, si on lui donne vraiment son rôle, il pourrait être excellent. Donc je le mettrai titulaire côté droit. Pareil que côté gauche, Nuno Mendes. Il est en pleine progression et ce serait le mieux pour lui aussi de jouer en piston. Alors en termes de doublure, je mettrais bien évidemment Juan Bernat. Malgré que si jamais une bonne offre arrive, je le ferai partir lui aussi. Et c'est pourquoi je ferai du coup garder Timothée Pembele. Un jeune qui pourrait envoyer un message du coup au centre de formation. Comme quoi Timothée Pembele arriverait à être une doublure dans le 11 parisien. Donc je le mettrai piston gauche. Je le ferai travailler son pied droit un peu à la Cancelo pour pouvoir aller chercher du coup une recrue côté droit qui serait d'autre que Nordi Mukiele. Alors moi je le ferai venir notamment pour sa polyvalence. Il peut autant jouer défenseur que piston. Il est pas très cher, donc ce serait vraiment une bonne piste à aller chercher. Pour moi c'est une des pistes prioritaires vraiment pour son prix bas et sa polyvalence. Maintenant arrive le chantier des milieux. Alors, pour le double piston, je ferai jouer Verratti et Vitinha. Je pense que ça peut être le mieux pour nous. Notamment pour leur polyvalence. Pardon, pas pour leur polyvalence, pour leur complémentarité, j'ai envie de dire. Avec en doublure, je mettrai Dina Bimbe. Je lui ferai confiance cette année. Franchement, j'ai trouvé plutôt bon dans les quelques matchs qu'il fait et pour lui donner de la confiance. Alors, je ferai aussi confiance à Idrissa Gueye. Lui, c'est plutôt compliqué au vu de sa saison moyenne, mais je lui ferai quand même confiance pour cette année-là, l'année qui suit. Alors, si jamais pareil, faudrait le vendre pour les prochaines années, je recruterai à sa place, comme on en a parlé, Renato Sanchez ou Kefren Thuram. Franchement, ce serait deux bonnes pistes pour le remplacer. Mais si on garde Gana Gueye, je n'irai pas les chercher. Car notamment, je ferai confiance encore à Danilo Pereira, qui pourrait lui aussi dépanner en défense centrale, mais dans ce double pivot. Et aussi à Xavi Simons, qui pourrait venir dépanner dans ce double pivot. Maintenant, je vais parler de l'attaque. Alors, ça va être compliqué de faire cohabiter ces stars. Je me ferai tout d'abord confiance une dernière fois à la MNM, Messi, Neymar et Mbappé, avec notamment Messi en numéro 10. Je pense qu'avec sa vision du jeu, pour descendre plus bas sur le terrain, c'est le mieux. Il se fait quand même vieux, donc pour ses fulgurances, ça va être plus compliqué. Je mettrai Neymar un cran plus haut en termes d'AT, pour sa vivacité et un peu son... Je laisserai gérer l'attaque, vraiment, il pourrait... avoir un rôle libre. Et on mettrait à côté de lui Mbappé, vraiment le meilleur joueur parisien de cette saison. Incroyable. Je suis content qu'il prolonge, c'est pour ça que je lui donnerai les pleins pouvoirs de ce projet, de cette attaque en tout. Alors notamment, je vais trouver une doublure et je vais pas chercher loin.
j'irai faire rappeler de près Kalimundo et je le garderai en doublure de Mbappé. Alors c'est vrai qu'on parle aussi de Gianluca Scamacca qui pourrait être intéressant, mais c'est plutôt un coup de cœur que j'aimerais garder Kalimundo. Plutôt dans un mercato idéal, il a été excellent avec Lens et pareil pour envoyer un message aux jeunes, je le garderai. Alors on va poursuivre avec du coup des recrues. Et je pense Moussa Diaby qui serait le plus intéressant pour épauler Neymar. Alors j'ai pensé aussi à Saint-Maximin qui pourrait être intéressant, tout comme Ousmane Dembélé ou Anthony. Mais pareil, il faut franciser cet effectif, et je le garderai. Je le ferai venir pour épauler un peu Neymar. Alors maintenant, comment organiser tout cela? Je verrai en attaque un Xavi Simons qui pourrait épauler Messi au poste de numéro 10. Mais surtout, je ne mettrai que Mbappé en titulaire indiscutable dans cette attaque. Alors oui, je mettrai plutôt Neymar et Messi titulaires évidemment, mais s'ils font de mauvaises performances, je n'hésiterai pas à les remplacer pour leur montrer qu'ils ne sont pas au-dessus du club et que les performances priment. Alors notamment, j'entendais beaucoup de personnes et de médias parler d'un potentiel départ de Neymar. Donc comme je t'en avais parlé un peu plus tôt, je le garderai. Mais alors comment dire, je le garderai pas jusqu'à la fin de son contrat en 2025. Je le garderai notamment pour voir ses performances. Et si vraiment il ne change pas ça reste le Neymar qu'on a connu, je le mettrai à la porte, tout comme les indésirables, et je recruterai donc peut-être Anthony dans un futur de 2 ou 3 ans. Donc voilà, petit récapitulatif, je jouerai en 3-5-2, au cage Donnarumma, une défense à 3 avec Marquinhos, Ramos et Skriniar. En piston, Hakimi et Nuno Mendes, un double pivot avec Verratti et Vitinha, et une attaque à 3 avec Messi en numéro 10, Neymar et Mbappé. Oui, donc c'est une très bonne équipe. En plus, en début de saison, on avait tant rêvé de la défense à 3 avec Ramos, mais bon, malgré ces petits problèmes de blessure et aussi de flemmardise, on ne l'a jamais eu, presque jamais, à part en fin de saison, mais bon, est-ce que ça compte? Non. Donc voilà, à vrai dire, c'est une très bonne équipe. Après, espérons que ça marche en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Effectivement. Et oui, c'est vrai que quand tu dis franciser l'effectif, il y a beaucoup de Sud-Américains, de Italiens, Espagnols. Bon, Italien, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais il y a très peu de Français. Et ça, c'est dommage. Surtout qu'il y a beaucoup de très 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 bons joueurs français. On a vu Tchouaméni qui est parti au Real, qui avait des rumeurs disant qu'il aille à Paris. Camavinga devait partir à Paris de base et finalement il est parti au Real. Et au Real, il a fait une super saison. Je pense que le club, peut-être pas Leonardo parce qu'il en voulait pas, mais le club en général doit se mordre les doigts. Alors oui, c'est vrai, parce que pour moi, c'était deux, pardon si je te coupe la parole, mais pour moi, Tchouaméni et Camavinga, on aurait dû en recruter un des deux pour l'avenir et surtout pour franciser l'effectif. Je trouve que c'était 2 excellents milieux. Oui, tout à fait. En tout cas, on arrive vers la fin de la vidéo. En tout cas, c'était un très très bon tournage. Un très bon tournage, une très bonne interview. Je te laisse le mot de la fin. Si tu as quelque chose à rajouter, je te laisse la main. Pas spécialement. Peut-être que je ferai confiance, comme je l'ai dit, à Messi, Neymar et Mbappé, de nous faire rêver pour la saison prochaine. Et j'espère que Paris arrivera enfin à rêver plus grand. Comme évidemment, l'une des phrases qu'il y a au Parc des Princes, c'est que le Qatar essaie de nous vendre en tout cas. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se retrouve pour une prochaine vidéo.